Mardi 10 janvier 2023, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Solène Rivoal, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université d'Albi-Champollion et Toulouse-Jean Jaurès, pour la parution de son ouvrage intitulé Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle, publié par l'École française de Rome. Bonne écoute. Bonsoir. Bonsoir à toutes, tous. Bonsoir Solène. Donc ce soir, nous recevons Solène Rivoal qui va venir nous parler de son livre Les marchés de la mer sur la pêche et les pêcheurs à Venise au XVIIIe siècle. Je voulais juste vous faire part de mon plaisir tout personnel à animer cette rencontre. Solène faisant partie du comité d'organisation de l'histoire à venir auquel je participe aussi. Et c'est vrai que quand elle a commencé à pas oser organiser une rencontre à la librairie pour sa thèse qui venait de paraître, j'ai été très mécontent. Et donc finalement elle l'a fait, on a pu l'organiser, donc j'étais très content. Et puis on m'a proposé d'animer la rencontre, j'étais très content aussi. Et puis j'ai commencé le livre et je me suis dit waouh. Et en fait, maintenant que j'ai fini le livre et que je suis là pour vous le présenter, je suis à nouveau très content parce que c'est vraiment un très bon livre. Et que la tâche ne va pas être évidente, mais on va essayer de vous transmettre l'envie de vous plonger dedans et d'y aller vous aussi. Parce que, en tant que lecteur d'histoire, quand même, mais profane absolu à la fois sur la période et sur la question étudiée, on apprend énormément de choses. Vraiment, c'est assez formidable, au point que je vous avoue que je ne sais pas trop par où prendre les choses, mais en fait, si on va commencer directement par parler de Venise et de son inscription dans la lagune, comme tu le fais dans ton livre, où tu commences par parler voilà, de l'environnement vénitien et des poissons qu'il y a. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as abordé ce lieu ? Ouais, merci Samuel pour tout ce que tu viens de dire, c'est gentil. Ce travail, en fait, il a pris place dans la lagune au départ. Au départ, c'était les archives de Venise que je connaissais. Et j'avais pas vraiment prévu de travailler sur la lagune. Et j'avais plutôt prévu de travailler sur un ensemble d'acteurs, des marchés. Ce qui m'intéressait beaucoup déjà dès le départ, c'était l'idée principale, c'était quand même de sortir de la Venise du carnaval. Voilà. Mon idée, c'était de se dire qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas que des masques, il n'y a pas que Casanova, il n'y a pas que Vivaldi, il y a autre chose. C'est une grande ville de 150 000 habitants et il y a plein de travailleurs et de travailleuses. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'aller voir ces vies quotidiennes dans la lagune, parce que j'avais eu la chance, en fait, de faire un Erasmus à Venise quelques années auparavant. Et j'avais été assez passionnée, en fait, de la vie de tous ces habitants, vous voyez, habitants, j'allais dire ordinaires, quoi. Ça, c'est toujours la question des mots qu'on utilise, mais bon, des habitants ordinaires. Et ce qui me frappait, ce qui m'intéressait le plus, je pense, à Venise, c'était, par exemple, de voir tous ces bateliers qui tenaient presque pas leur manette, enfin vous voyez, mais qui maniait ça avec une dextérité complètement folle, de voir cet encombrement de canaux, de voir ces interactions entre les gens dans la rue, dans les canaux, etc. Tout ça, ça m'a vraiment passionnée, en fait. Et je pense que je suis arrivée dans ce travail de thèse avec l'envie de travailler vraiment sur les Vénitiens du XVIIIe siècle et de savoir comment est-ce qu'on vit dans une ville qui est assez différente des nôtres, en fait.
c'est pas anodin. Je sais pas, peut-être la première anecdote que j'ai pu raconter moi quand j'étais en Erasmus, c'est que quand j'allais faire mes courses, je passais 10 ponts. Enfin, c'est pas super anodin quand vous avez des courses et que c'est super lourd. Et vous traversez 10 ponts. Et donc ça, c'est des choses qui m'avaient marqué petit à petit. Et je me suis dit, en fait, ce territoire, c'est un territoire particulier. Et j'ai envie d'en parler. Et j'ai envie de parler de ces gens qui vivaient au XVIIIe siècle sur ce territoire. Et donc ça, c'était la première idée en fait de mon travail. Et ensuite, je me suis rendu compte finalement petit à petit, à mesure que j'allais dans les archives, que j'essayais de regarder un peu ces vies, ces vies minuscules, enfin ces vies quoi, de Venise au XVIIIe siècle, on parlait rarement en fait des gens qui étaient en contact avec la lagune. On parlait rarement de cette lagune. On disait toujours, enfin dans les sources, tout le mythe de Venise qui s'est créé, qui est sorti des eaux, qui s'est créé à partir de boue sur une lagune. La capacité technique de ces Vénitiens, elle est toujours rappelée, mais elle n'est pas vraiment explicitée en fait. Enfin, c'est-à-dire que le site permet de justifier la puissance vénitienne sur la Méditerranée, mais la manière de savoir comment les Vénitiens, en fait, tous les jours travaillent sur cette lagune et s'en sortent, en fait, de ce territoire qui est un territoire mouvant, qui est un territoire qui appelle à de nombreux travaux, à creuser des canaux en permanence parce qu'ils s'ensablent, etc. Tout ça, c'était des choses qui étaient finalement assez peu travaillées. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un sujet qui parle à la fois de ces habitants et de la manière dont ils utilisent, dont ils habitent cet espace lagunaire. Et en fait, dans les archives, il y avait toute une documentation qui m'a sauté aux yeux, moi, alors je ne sais pas très bien pourquoi, qui était celle des pêcheurs vénitiens. Et puis, c'était très bizarre pour moi de comprendre, quand j'ai commencé cette thèse, que en fait, personne n'avait travaillé sur ces pêcheurs vénitiens. J'ai cherché plein de bibliographies. C'est ce qu'on fait quand on fait une thèse. On se dit, tiens, ce sujet, il peut être intéressant, mais alors voyons voir ce qu'il y a écrit dessus. Enfin, voyons ce que je peux dire de nouveau, parce que c'est pas la peine de répéter des choses. Et en fait, il y avait quasiment rien sur ces pêcheurs vénitiens. Il y avait des choses très, très locales. Des histoires de pêche, de techniques de pêche, donc des gens qui s'étaient intéressés localement à savoir comment est-ce qu'on pêchait telle ou telle espèce, où est-ce qu'on allait dans les lagunes, etc. Mais rien sur un système d'approvisionnement, sur des gens ordinaires qui vivent sur une lagune tous les jours, quoi. Et donc là, quand on trouve un vide historiographique, on est très content et on se plonge dedans. Je pense que c'est comme ça que je suis arrivée à ce sujet-là. Et alors, pourtant, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on sent à la lecture de ton livre qu'il y a une vraie question d'importance fondamentale pour la ville que cet approvisionnement en poissons. C'est-à-dire que peut-être que l'approvisionnement en poissons de la ville de Toulouse à la même époque était moins fondamental, mais est-ce que tu pourrais nous parler comme ça de l'importance que ça avait pour Venise, ce poisson ? Oui, je ne sais pas si vous avez lu certains livres d'histoire de l'époque moderne, mais par exemple, Braudel, il parle de la trilogie méditerranéenne qui dit si vous avez des céréales, de la vigne et des olives, c'est les 3 produits méditerranéens, c'est ça, c'est ce sur quoi se concentre toute l'activité économique, et puis après le reste, c'est un peu accessoire, on prend ce qu'il y a à tel moment, etc. Et en fait, ce que j'ai découvert à Venise, c'est que quand j'ai essayé de voir quelle était la consommation en fait réelle de ces Vénitiens, je me suis rendu compte qu'en fait, les Vénitiens mangent énormément de poissons. Et en tout cas, ce que les magistratures essaient d'évaluer au XVIIIe siècle, parce qu'on a une magistrature qui est dédiée à ça. Et finalement, cette magistrature, quand elle envisage la consommation, elle envisage entre 300 et 800 grammes de poissons par Vénitien et par semaine. Donc ça fait beaucoup, en fait. Poisson, alors ils entendent poisson...
c'est assez large pour eux. Et d'ailleurs, ils parlent de poissons au singulier, donc comme une ressource. Vous voyez, c'est pas très délimité. C'est une forme d'alimentation, mais ils englobent en fait tous les produits de la mer comestibles. Donc c'est donc ils parlent de poissons pour des crustacés, pour des coquillages, pour des poissons d'eau douce, des poissons d'eau salée, enfin un ensemble de poissons comme ça qui peuvent consommer. Et en fait, cette consommation de poissons, elle est en fait très importante. J'ai essayé de chercher ailleurs. À la même époque, à Marseille, par exemple, c'est beaucoup moins. C'est presque moitié moins. Et à Rome, à cette époque-là, Rome n'est pas sur la mer, mais il y a quand même un approvisionnement assez bien fonctionnel entre le port d'Ostie et Rome. Et là aussi, c'est pas beaucoup, enfin c'est moins en tout cas que Venise. Là où j'ai trouvé aussi des indices sur cette consommation, c'est aussi dans les représentations du XVIIIe siècle. Ça m'a beaucoup amusé, puis ça m'a passionné de voir, vous voyez, les représentations de petits métiers de rue, par exemple. Et là apparaissent beaucoup de pêcheurs, beaucoup de vendeurs de coquillages, beaucoup de vendeurs de crustacés, une forme d'utilisation en fait de cette ressource lagunaire complètement intégrée dans les réseaux de la ville, toujours en rappelant la pauvreté des pêcheurs et des consommateurs. Donc ça, c'était assez intéressant aussi de voir que ce poisson qu'on a souvent qualifié de mets riches, en fait, voilà, là, sur cette ville littorale, clairement, on peut manger du poisson à 52 sous la livre en 1760, et 52 sous la livre, ça équivaut à une livre de café en 1760, donc c'est très cher. Mais le prix le plus bas, c'est 1,5 pour des sardines, 1,5 sous la livre ou 2 sous la livre. Et là, on n'a pas de fromage à ce prix-là, pas d'abat de charcuterie, de rien, enfin à ce prix-là. Donc c'est en fait ce que les magistrats eux-mêmes appellent le pesce popolo, donc le poisson peuple. Le poisson, ils appellent ça le poisson peuple, le menu poisson. Et ils ont un autre terme qui, à mon avis, montre bien l'extension de ce marché, c'est le poisson noir par rapport au poisson blanc, comme le pain noir, le pain blanc. Et ça, c'est aussi intéressant de voir le développement de ce marché dans la ville, quoi. Alors, si tu me permets, moi, il y a dans les annexes, et puis on le retrouve tout au long du livre, il y a des listes de noms de poissons, toute une taxonomie et il y a des dizaines et des dizaines de noms de poissons qui sont listés dans les sources, et notamment, on l'abordera plus tard, mais pour lesquels il y a une prise en compte administrative et juridique. Alors, je vais juste en lire quelques-uns parce que je trouvais ça assez rigolo. Pas en vénitien parce que sinon ce serait sujet à moquerie de ta part et de la vôtre aussi. Mais voilà. Sauclé, anguille, pajot, pagre commun, oblade, auguillat gris, bar commun, récapucin, rébouclé, rouget barbé de vase, rouget de roche, anguille, siphonostom, bogue, rascasse blanche, mulet à grosses lèvres, bar, loup, loubin commun, palourde, par extension toutes les coquilles, coque commune, coquillage, crevette, menthe, cigale de mer, grisée, brème de mer, cantane, bigorneau, calamar encorné, mulet porc, alose feinte, toutes les espèces de mulets, ombrine commune, denté commun, poulpe, crevette, gobie verte, lotte, gobie noire de fange, etc., etc., etc. Il y en a 5 pages. Alors, il faut absolument que je parle de ça parce que vous allez vous dire c'est un livre affreux. Enfin voilà, vous allez pas aller voir, etc. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Alors si tu me permets, je les donne. La première, c'est parce que d'un point de vue scientifique, c'était important pour moi d'identifier toutes les espèces en fait. De mettre leur nom scientifique, donc dans les taxonomies qu'on retrouve en fait ailleurs, pour pouvoir en fait discuter avec d'autres spécialistes. Ça peut être des spécialistes. En fait, l'ambition, par exemple, là, de certains dont je suis, mais de certains historiens qui s'intéressent aux produits de la mer, c'est aussi de travailler avec des biologistes, des écologues, enfin des gens qui essaient d'identifier
des mouvements de population à partir d'aujourd'hui, mais aussi dans l'histoire. Donc en gros, par exemple, vous avez à Brest un grand parc, une grande réserve, et ces gens-là travaillent sur la diminution de ces espèces. Et nous, en fait, avec les données qu'on a en histoire, on peut contribuer en fait à ces données-là, croisées avec de l'archéologie sous-marine, enfin voilà, pas mal de choses. Donc ça, c'était la première raison. Donc ça y est, c'est en annexe. Donc si vous voulez pas les lire, vous les lisez pas. Voilà. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que en fait, ça nous dit quelque chose, cette multiplication de noms utilisés par les Vénitiens. En fait, les Vénitiens, ils vont parler de pêcher au singulier pour parler de la ressource poisson. Et là, ils font aucune distinction. Et c'est comme, je sais pas, l'air, le Poisson vent, frais. l'eau. Poisson frais, ouais, parce que le poisson salé, en fait, il l'appelle pas poisson pour le coup, il l'appelle produit salé, et ça fait partie en fait de tous les trucs conservés, importés, etc. En revanche, le poisson frais, ils en font une forme de ressource un peu primaire, etc. Et ensuite, quand ils parlent des différentes espèces, on voit à quel point ils ont un savoir, une connaissance sur ce poisson, parce que, par exemple, les anguilles, elles ont 10 noms différents en fonction de la taille, de l'âge, vous voyez, de plein de choses différentes. Eux, ils n'ont pas... Nous, on va dire anguille 10 fois, et eux, ils auront dit 10 choses différentes. Le mulet, c'est pareil. Donc, tous ces poissons-là montrent à quel point il y a un développement, en fait, de ce marché-là, de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils pêchent aussi. Donc, il y a toute une organisation ici qui est importante. Et on le voit très bien aujourd'hui. Si on parle aujourd'hui des ressources de la mer, je ne sais pas moi, dans différents océans ou mers, voilà, les anthropologues en fait se posent des questions sur la proximité des différentes sociétés en fait avec le milieu marin, en fonction aussi du langage qu'ils ont développé, en fonction des toponymes des plages, des zones, des golfs, etc. Et en fonction des noms qu'ils ont donnés en fait, des noms communs qu'ils ont donnés aux espèces qu'on va retrouver partout. Donc là encore, ça pourrait être un début, ou une idée de travailler sur, par exemple, tous les noms donnés aux poissons, vous voyez, en Polynésie, j'en sais rien, moi, dans les espaces en Chine, au Japon, au Mexique, en Europe, et d'essayer de travailler sur la proximité de ces sociétés avec la mer, ce qu'ils ont développé dans le temps, mais aussi aujourd'hui, à partir de leur langage propre et de ce qu'ils ont pu développer comme nombre de mots. Ça pourrait être une idée. Alors, j'ai commencé cette longue litanie, c'était bien entendu pas du tout sur un ton moqueur, mais pour moi, ça illustre aussi une partie de ton travail qui est, que je trouve extrêmement subtile, qui est de s'intéresser à une population, les pêcheurs, qui n'ont pas laissé de traces d'eux-mêmes. En tout cas, de traces écrites, qui sont les plus facilement interprétables. En tout cas les plus immédiatement interprétables, et c'est toutes les manières que tu utilises pour essayer de trouver comment ces pêcheurs pouvaient penser leur alimentation, leur travail, la spécificité de leur ville, et donc il y a ces manières d'appeler le poisson aussi. On sait bien que quand on devient très spécialiste dans le sujet, on a de plus en plus de termes et un vocabulaire de plus en plus spécifique. Et c'est évident que tous ces noms de poissons soulignent cette chose-là, quoi. Le lien avec la lagune aussi, qui est intéressant. Ouais. Sur cette question des pêcheurs qui ne laissent pas de traces, en fait, c'est assez passionnant de travailler sur cette catégorie-là à Venise, parce que la spécificité de Venise, c'est peut-être d'avoir développé des formes d'écrits un peu plus, plus importantes qu'ailleurs. En gros, en fait, la République de Venise, c'est une république qui est basée, qui est fondée sur une oligarchie. Et donc, vous avez 1500 à 2000 nobles qui se partagent le pouvoir.
Et ils se partagent le pouvoir dans des magistratures, en fait. Donc, en gros, ils sont élus à des postes, voilà. Et régulièrement, pour éviter toute forme de pouvoir personnel, ils changent en fait très régulièrement de poste. Donc par exemple, vous pouvez avoir ceux qu'on connaît le mieux à Venise, c'est les inquisiteurs d'État ou le Conseil des 10 qui étaient censés espionner tous les gens pour savoir s'il y avait des complots politiques. Eux, ils changent de poste parfois tous les 3 mois. Mais bon, ça va de 3 mois jusqu'à 2 ans à peu près. Voilà, les magistrats qui ont des formes de pouvoir les moins développées, c'est 2 ans, pardon, de pouvoir. Mais donc ça implique, si vous changez tout le temps de gens au pouvoir, ça implique en fait de produire une documentation importante. C'est-à-dire que les précédents et les successeurs en fait vont produire des documentations pour que les dossiers soient suivis par les différents magistrats. Et je pense que ça, c'est quand même une spécificité vénitienne, c'est-à-dire qu'en gros, on a énormément d'archives. Et comme, en plus, les gens ne sont pas forcément les mêmes, on a aussi tout un système d'archivage très tôt, en fait, à Venise. Donc, à partir du XIIIe siècle, Venise se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces manuscrits qu'on écrit, de ces petites écritures qu'on a, etc. Et donc, ils vont déjà, à partir de ce moment-là, organiser des archives. Donc ça, c'est pour donner un peu le cadre spécifique vénitien. Et puis ensuite, il y a beaucoup de procédures pour tout, en fait. Voilà. Et moi, ce sur quoi je me suis beaucoup appuyée, c'est en fait des procès quotidiens, des procès tous les jours. Donc en gros, c'est... j'en prends beaucoup d'exemples dans le livre aussi parce que je pense que ça rend plus vivant le discours que j'ai essayé de mettre en place. Mais par exemple, c'est un pêcheur qui arrive le matin sur un étal, qui croise un tel et il commence à y avoir une sorte de bataille entre eux. Enfin, vous voyez, donc c'est pas clair. Donc les officiers arrivent, essaient de les séparer et puis essayent de comprendre ce qui se passe. Ou alors vous avez des pêcheurs qui vendent pas les bonnes espèces au bon moment, qui en fait vont être arrêtés par des officiers, mais qui se rebellent contre les officiers, donc qui les poussent dans le canal, qui leur reprennent le... Enfin voilà, donc des formes comme ça assez vivantes en fait de vie quotidienne. Mais ce qui était intéressant, c'est de partir de là, d'essayer de les raconter pour que ça soit un peu vivant, et ensuite de tirer vraiment des fils pour que, scientifiquement parlant, on en fasse quelque chose en histoire, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est du coup d'avoir cette voix indirecte des pêcheurs dans ce corpus, parce que les corpus que j'ai, les procès que j'ai, c'est vraiment des procès de type inquisition. Donc on a la question, on a la réponse du pêcheur. S'il parle en vénitien, souvent il y a des réécritures en vénitien aussi. Il y a plein d'historiens qui ont travaillé sur cette traduction de procès, et il ne faut pas du tout le prendre comme argent comptant. Enfin, on ne sait pas si c'est ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. On ne sait pas exactement comment. On ne saura jamais en fait si les sources disent exactement ce qui s'est passé. Par contre, ce qui est intéressant pour les historiens, c'est de se dire que si c'est resté comme ça dans les sources, c'est que c'est plausible en fait. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour les historiens, en fait, la question, c'est pas de savoir si un tel a dit ça au moment donné, mais si ce qui a été écrit comme vécu a été en fait accepté par les magistrats comme une situation possible et comme une justification possible, etc. Donc, je sais pas, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi développer beaucoup en histoire sur cette... Sur la véracité en fait de nos sources, mais la véracité des sources, ou savoir si c'est vrai, si ça s'est passé comme ça, etc. C'est pas très important en fait pour les historiens. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le point de vue de la personne qui parle, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'il cherche et comment est-ce que c'est reçu par le destinataire. Et ça, on peut travailler dessus. On peut pas travailler sur qui était ce pêcheur et comment. Enfin, on peut faire des hypothèses, mais c'est pas la chose qu'on fait le plus, c'est pas ce qui est le plus important. Alors, tu as attiré l'attention sur le fait qu'à Venise, il y avait ces archives, il y avait ces procès très nombreux, et il y a tout un aspect très administratif dans la cité de Venise qui est absolument incroyable quand on découvre ça,
qui est rempli de suppliques, de demandes, de contre-demandes, de réponses, qui sont tous conservés. C'est assez formidable. Effectivement, du coup, c'est très vivant parce que ce sont vraiment juste des histoires individuelles, d'échanges ou de corruption ou de vente de machins. Voilà. Et c'est vraiment là, pour le coup, on a l'impression de retrouver une vie qui, des fois, nous échappe un peu quand on aborde ça uniquement par les dirigeants et par la manière dont ils élaboraient les textes. Mais avant d'en venir à cette organisation administrative, pour revenir sur le poisson, donc on a vu l'importance du poisson pour Venise. Peu d'informations sur comment il était mangé, par contre. Comment il était cuisiné, combien il y avait de repas par jour. Ça, manifestement, à peu près pas de source. Il n'y a pas beaucoup de sources sur ça. Il y a des gravures qui montrent que pour le poisson de basse qualité, en fait, on est un peu sur un circuit sans doute de fast-food, quoi, pour le dire de manière anachronique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut imaginer des pêcheurs qui vont avoir des petites, vraiment des petits spécimens à vendre, qui vont parfois les préparer un peu vite, les faire griller un peu vite, et puis ensuite les vendre comme ça en porte-à-porte, en faisant vraiment du porte-à-porte à des gens qui n'ont pas forcément d'intérieur, de cuisine, de four, voilà. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui me semble assez possible de penser, quoi. C'est des hypothèses. Voilà, je vous les livre avec les représentations que j'ai, avec les sources que j'ai, mais c'est pas forcément quelque chose que je peux dire de manière avérée, mais je pense que ça fonctionne de cette manière-là, dans la manière dont c'est expliqué. Après, il y a des formes de... Bon, il y a des indices dans les recettes vénitiennes. Les Vénitiens mangent de l'anguille à Noël, par exemple. Moi, je leur laisse un peu, mais voilà. Mais ils en mangent. Ils mangent beaucoup. En fait, ils mangent beaucoup de poissons à toutes les fêtes chrétiennes, même les fêtes qui seraient des fêtes dites un peu riches. Enfin, vous voyez, quand les historiens parlent des moments de fête dans la chrétienté, comme le poisson est considéré comme un peu l'aliment maigre, généralement c'est beaucoup de viande, etc. Bon, là, les Vénitiens, ils privilégient quand même tous les produits de la mer. Donc ça, c'est aussi un indice. Il y a aussi des recettes, beaucoup de recettes du Moyen-Âge, mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Et puis après, il y a tout ce corpus que j'ai trouvé, ça c'était intéressant, sur le monastère. En fait, j'ai trouvé, ça c'était assez génial, j'étais aux archives, je fais la connaissance d'un chercheur aux archives qui a passé toute sa vie dans les archives. Donc il faut imaginer un vieux monsieur vénitien qu'on me présente, qu'un grand professeur de la Sorbonne me présente à la pause café. Et puis ce monsieur, on me présente, on dit ce sur quoi je travaille. Il me dit « Ah, mais moi, j'ai vu des choses très intéressantes dans tel fond. » Alors moi, je me dis dans tel fond, dans le fond du couvent, du monastère tant. Et je me dis, mais bon, un monastère, je sais pas quoi en faire, etc. Et puis, il me donne la référence, la référence exacte. Donc, je demande les cartons. Et en fait, dans ces cartons, il y avait un siècle de factures que le monastère payait à des poissonniers qui arrivaient à leur porte en disant cette semaine, tant de sardines, tant de gobies, c'était absolument... là, c'était vraiment le jackpot incroyable. Les historiens qui sont dans la salle comprennent ce que je veux dire, mais en gros, l'idée, c'est qu'on n'a jamais ce type de choses, de corpus presque complet. Il faut imaginer un grand monastère de Venise qui, je sais pas, a fait un carton entier de factures sur un siècle, de factures à des petits pêcheurs, quoi. Donc ça, c'est assez génial. Et on voit dans ces factures qu'il y a pour ce monastère 3 repas, je pense. Ils disent matin, soir, et après ils disent terza cosa, la 3e chose. Alors voilà, la 3e chose, je ne sais pas très bien ce que c'est dans la journée, mais en tout cas, ça correspond peut-être à une collation, une sorte de... je ne sais pas très bien à quel moment ils le mettent. Voilà.
Mais en aucun cas, cet exemple-là, vous voyez bien qu'en fait, comme on travaille sur des traces, je ne peux pas le généraliser du tout à la ville entière. D'abord parce que c'est un monastère assez riche, donc je ne peux pas du tout savoir... je pense que c'est ce monastère-là qui mange ça. Je pense aussi que c'est un monastère, donc il y a peut-être aussi plus de poissons consommés, c'est normal. Enfin voilà, mais en tout cas, ça donne une idée de cette répartition de la ressource dans Venise. Alors jusque-là, on a parlé des pêcheurs, mais en essayant de pointer des individus. En fait, c'est très rare qu'ils agissent en tant qu'individus dans les sources parce qu'ils sont organisés en collectif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel type de collectif et peut-être du coup quel type de pêcheurs il peut y avoir dans ce milieu-là, enfin le milieu du poisson? Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien défendre aussi dans mon travail. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'essayer de faire une histoire locale du poisson. Enfin, d'accord, j'ai pas très envie qu'on m'appelle Madame Poisson toute ma vie, en fait. Donc j'essaye aussi voilà, j'aime bien savoir comment travailler sur ça et quoi en faire et qu'est-ce que je peux dire aussi à la communauté historienne dessus. Et ce qui m'intéresse là beaucoup dans mon travail, c'est de comprendre comment est-ce que en fait, cette société vénitienne, elle a exploité la lagune et l'Adriatique à cette époque-là. Et là, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'histoire environnementale et sur la manière dont cette société a pu gérer les ressources locales, les ressources régionales, parce que les pêcheurs vénitiens au XVIIIe siècle vont beaucoup en Adriatique. Et comment est-ce que finalement ils gèrent ou ils conceptualisent aussi, ils envisagent ces ressources, leur pénurie, leur abondance, leur reproduction, leur fragilité, etc. Et tout ça, ça m'a en fait ouvert une porte sur la manière vraiment dont on envisage les ressources à cette époque-là. D'ailleurs, parler de ressources, c'est pas vraiment anodin, parce que ça suppose en fait que quand on parle de ressources, ça je le dis des fois à mes étudiants, mais quand on dit oui, voilà, il faut protéger la nature, déjà la nature c'est un concept qu'on plaque sur un environnement, voilà, et quand on parle de ressources, c'est qu'on a aussi une vision très utilitariste de ce qui nous entoure. Donc ça veut dire qu'on veut faire des arbres, des poissons, des salades, des choses qui nous servent. Et que ces choses-là, elles n'ont pas d'existence sans l'utilisation que vous en faites. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup à l'époque moderne. À l'époque médiévale et au début de l'époque moderne, on ne parle pas forcément de ressources tout le temps. Enfin, c'est des choses qui... Voilà, mais on sent ce passage de ces marchés, de cette création de marché, de cette conception des sociétés qui sont assez liées avec les nouvelles théories du libéralisme, de l'efficacité, de la productivité, de l'idée de domestiquer ce qu'on a autour pour pouvoir en fait éviter. C'est pas négatif au départ, c'est quand même pour éviter les disettes, les famines, pour pouvoir faire en sorte de prospérer davantage. Mais c'est une vision assez utilitariste qu'on calque dessus. Et je pense que en fait sur mon terrain, ce que j'ai pu voir, je vais arriver au collectif, c'est un peu long. Ce que j'ai pu voir, c'est un affrontement un peu entre des magistrats qui sont en fait très influencés par les conceptions des Lumières en fait et des Lumières européennes. Enfin voilà, on parle toujours de Casanova et de Vivaldi, mais bon, moi je pourrais parler de Andrea Trone et Gritti. Enfin voilà, c'est des grands Vénitiens qui sont pas du tout masqués pendant 6 mois à faire n'importe quoi, mais qui pensent à comment gérer une ville de 150 000 habitants. Et donc cette vision-là, elle affronte en fait une vision beaucoup plus pragmatique des pêcheurs en fait, qui ont une utilisation un peu cyclique de l'environnement, qui sont pas forcément sur les mêmes visions en fait de cette lagune. Donc l'exploitation de la lagune, elle se fait à partir effectivement de collectifs. Ces collectifs, il y en a 5 dans la lagune, donc c'est des communautés, ce qu'ils appellent les communautés de pêcheurs. Et ce qui est intéressant à cette époque-là, et pour nous, c'est qu'elles échappent un peu à cette idée de corporation.
Parce que, vous voyez, en gros, c'est des communautés qui font la même chose. Donc, elles ont exactement les mêmes fonctions. C'est des communautés qui n'ont pas du tout un seul métier à l'intérieur, parce que en fait, les gens qui travaillent dans ces communautés, ils exploitent le poisson depuis la pêche jusqu'à la distribution. Donc en fait, vous avez n'importe quel type de pêche. Alors, vous avez des pêcheurs qui sortent de la lagune, vous avez des pêcheurs qui ont des pêcheries dans la lagune, vous avez ceux qui posent des filets et qui sont propriétaires de filets, vous avez ceux qui ont juste quelques petites barques et qui vont pêcher toute la journée. Ça, c'est intéressant, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais le pêcheur vénitien, la figure du pêcheur vénitien, en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est dans les sources. Est-ce que c'est un type qui est sur une plage et qui ramasse 3 crabes qu'il va vendre à son voisin ? Ou est-ce que c'est un patron de 10 barques qui a, je sais pas, donc vous voyez, il y a 8 pêcheurs par barque, donc s'il a 10 barques, ça veut dire qu'il a 80 salariés, qu'il les envoie dans des campagnes de pêche de 10 à 2 semaines. Et pour les magistrats, le pêcheur vénitien, c'est l'un et l'autre. Donc ça, c'est assez compliqué en termes de statut de travailler dessus. Mais ces collectifs, en fait, ils se partagent en fait cette ressource, qui est une ressource de plus en plus fragilisée à cette époque-là, et dont on cherche à essayer de la faire croître, la faire grandir de plus en plus. Et donc, en fait, ce que j'essaye de montrer dans le livre aussi, c'est que cette création du marché, ou ce marché qui se fait, ce marché de la mer, en fait, c'est un marché de négociation. En fait, c'est des négociations permanentes entre des communautés qui, à un moment donné, sont un peu plus fortes et donc vont réussir à convaincre les magistrats d'avoir un peu plus d'étal sur le marché par rapport à une autre communauté qui, finalement, ramène un peu moins de poissons, etc. Et donc, on est ici sur des rapports de force vraiment très importants dans la gestion de cette ressource. Mais ces conflits vont fragiliser aussi les ressources lagunaires de plus en plus, parce qu'il faut gérer en fait l'accès au bassin de tous ces pêcheurs. Alors, pour les néophytes, et parce que Solène refusera absolument de le dire aussi de manière aussi rapide, ces communautés de pêcheurs sont regroupées autour de paroisses, donc ce sont des communautés de quartiers. Il y a un quartier principal dans la ville de Venise et les autres sont sur des îles, ce qui implique des manières de pêcher, des manières de vivre, un nombre de pêcheurs dans chaque communauté qui sont très très différentes. Donc il y a des situations extrêmement diverses, mais globalement ce sont des gens qui se retrouvent autour d'une église, d'un saint particulier, d'une bannière, et qui élisent régulièrement des chefs qui vont les représenter auprès des autorités pour défendre leurs droits. Il a bien lu. Hein. Ouais. Voilà, donc il y a ces communautés-là, mais il y a aussi quand même une corporation qui a un statut très particulier, parce que c'est la corporation des poissonniers. Alors, il va falloir qu'on passe un petit moment sur ce côté très, très, très réglementé en brossant assez rapidement, mais enfin de cette manière de pêcher à Venise. Mais il y a une corporation des poissonniers, donc des vendeurs de poissons, qui sont sur les marchés parce que les pêcheurs eux-mêmes ont interdiction de vendre directement leurs poissons. Donc ce sont les poissonniers qui sont d'anciens pêcheurs qui, au moment où ils sont blessés, trop fatigués, ou à partir d'un certain âge en tout cas, accèdent à la possibilité de devenir vendeurs sur le marché. Donc il y a une forme une sécurité sociale d'une certaine manière. Donc pour vous donner, parce que je me rends compte que je n'ai pas été assez précise, et merci à Samuel d'avoir précisé ça, pour vous donner une ordre d'idée, quand je parle de fragilisation de la ressource, je sais pas, j'imagine que certains d'entre vous sont déjà allés à Venise et voient un peu ce que c'est que la lagune vénitienne, mais dans les 5 communautés, la communauté de Venise, c'est à peu près 1000 pêcheurs, de Venise même. Et on a des chiffres en 1790, par exemple, de la communauté de Burano, ils sont 4000. Et la communauté de Chioggia, ils sont 10 000. Donc en gros, il y a énormément de gens qui vivent de la pêche à cette époque-là. Et
Alors, ils ne sont pas du tout tous dans la lagune parce que c'est impossible. C'est pour ça aussi qu'ils sortent de la lagune et qu'ils vont pêcher ailleurs. Mais pour en revenir à ta question, en fait, vraiment ce que j'étudie dans ce livre, c'est ça. C'est ce passage, en fait, d'un système au XVIe siècle, d'une organisation qu'on pourrait considérer comme une organisation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs et Venise ne veut pas que ces pêcheurs gèrent la distribution parce qu'ils veulent gérer, eux, les prix, les taxes, etc. Et donc, ils créent une corporation de revendeurs, mais qui est très encadrée par les magistrats, à un marché plus libre, en fait, où le système va être un système plus vertical, c'est-à-dire que les communautés et les compagnies qui vont se créer vont gérer tout de la pêche à la distribution. Et ce passage-là montre bien en fait, l'évolution des idées du XVIIIe siècle et la manière dont il faut envisager les marchés. Enfin, en gros, c'est la création des marchés tels qu'on l'entend, nous. Voilà. Mais ce qui est intéressant au XVIe siècle, c'est que le marché du poisson, c'est des pêcheurs qui arrivent à Rialto, qui vendent leurs poissons à une corporation en payant une taxe à Venise, et qui vont en fait être revendus donc par ces vieux pêcheurs. Et ces vieux pêcheurs, ils ont le droit d'être dans cette corporation que s'ils ont plus de 50 ans et s'ils ont pêché 20 ans. Donc en gros, c'est des formes, et ils le disent, les magistrats le disent beaucoup dans les textes, c'est-à-dire que pour eux, c'est pour récompenser les vieux pêcheurs, alors je suis désolée pour ceux qui ont plus de 50 ans dans la salle, mais bon, pour récompenser les vieux pêcheurs des fatigues de la mer, des fatigues de leur métier, ceux qui ne peuvent plus pêcher tous les jours, ceux qui ne peuvent plus se confronter en fait à la lagune et à l'Adriatique, ils ont le droit de rester sur le marché pour pouvoir en fait vivre et subsister, quoi. Donc c'est vrai que c'est une forme de sécurité sociale. Moi, j'ai pu parler de ça avec pas mal de collègues qui travaillent sur les mêmes choses, et notamment en histoire maritime. En fait, ce qu'on voit, et là, je plaide pour ma chapelle, mais les historiens de la mer, en fait, montrent bien qu'il y a peut-être une conception de protection des travailleurs de la mer plus précoce en fait que les travailleurs de la terre. C'est-à-dire qu'on trouve des mécanismes de compensation, par exemple chez les marins dès l'époque moderne. Quand ils meurent en mer, il y a des pensions pour leurs veuves, ce qui n'existe pas du tout dans d'autres métiers terrestres, etc. Et là, voilà, c'est un autre exemple qui appuie un peu cette idée que le monde de la mer est encore un monde un peu fascinant, inconnu, lointain, qui nécessite en fait de mettre en place des solutions de protection et donc ça c'est l'idée de certains historiens, que ces protections-là en fait vont ensuite être un peu des modèles pour les protections de la terre en fait. Donc nous on défend la spécificité de l'histoire maritime, mais je ne sais pas si vous allez être convaincus, mais c'est cette idée-là quand même qui prime, en tout cas à l'époque moderne, de cette protection qu'on voit là très bien. Alors, pour poursuivre un petit peu sur ce thème, et c'est un des points forts de ton livre, c'est effectivement ce passage au XVIIIe siècle de ce que tu appelles une économie morale, de la pêche à une économie beaucoup plus libérale. Et en lien avec la coutume pour l'économie morale, est-ce que tu pourrais un peu expliciter cette transition? Est-ce que ça a impliqué comme modification dans l'organisation de la ville? Alors en fait, j'essaye de ne pas exagérer ce passage-là. Je pense que c'est une conception qui est très forte dans les textes, c'est-à-dire de dire que jusqu'au XVIIIe siècle, on a des communautés qui élisent des représentants. Ça, c'est super intéressant aussi parce que c'est des personnes ordinaires qui élisent. Enfin, c'est vraiment une élection. Et il y a, je sais pas, j'ai 3 ou 4 récits d'élections de pêcheurs. Alors, il faut imaginer, je sais pas, 500 pêcheurs qui, à tour de rôle, vont donner... alors, ils ont 2, en fait, sortes des billes de loto, enfin, des petites billes, quoi, vous voyez. Et puis, ils ont une bille verte et une bille blanche. Et en fait, à chaque fois, chaque candidat qui est un membre de leur communauté
vient comme ça devant eux, expose le programme. Donc, on parle de pêcheurs vénitiens, hein, donc on voit bien là que on est dans des formes politiques de gens à qui on a prêté une... on a dit qu'ils n'avaient pas de vie politique, mais là, ils élisent vraiment l'un des leurs. Donc, il y a un programme. Le candidat dit, voilà, moi, si vous m'élisez, je vais faire telle ou telle chose, etc. Et ensuite, il y a des élections. Les élections vénitiennes, c'est des élections qui... moi, je pense sont intéressantes. On pourrait essayer de s'en inspirer peut-être aujourd'hui. J'en sais rien. Je vous laisse libre de le voir ou pas. En fait, c'est des élections où on répond par oui ou non pour chaque candidat. C'est-à-dire que chaque candidat, on va dire, pour lui, vous votez oui ou vous votez non. Et tout le monde va voter oui ou non. Et donc, vous avez 3 candidats, par exemple, et le candidat qui gagne, c'est celui qui aura le plus de oui. Donc, on ne vote pas pour un candidat, on vote si on le veut ou si on ne le veut pas. Et moi, je trouve que ça, c'est un type d'élection qui est intéressant. Tout ça pour vous dire qu'en gros, avant le XVIIIe siècle, c'est ce personnage, ce chef ou ces chefs, qui en fait sont les interlocuteurs premiers des magistrats. C'est-à-dire que les magistrats en fait font les lois, négocient les lois de la pêche, les lois des marchés, etc., avec les représentants politiques de ces communautés. Alors je suis pas naïve, les représentants politiques de ces communautés, c'est quand même des pêcheurs qui ont effectivement sans doute beaucoup de barques et qui sont pas des pêcheurs de crabes sur la plage. Ils doivent avoir un capital économique et social important. Mais n'empêche qu'ils ont une casquette politique importante et que c'est comme ça qu'ils traitent avec les magistrats. Et puis petit à petit, en fait, le secteur rentre un peu en crise, il y a des formes de fragilisation de ressources, etc. Et là, les discours, en fait, changent. Et à partir de 1750, 60 et jusqu'en 90, on voit des discours, en fait, de magistrats qui cherchent à aller, à passer au-delà de ces chefs politiques pour aller toucher en fait ce qu'ils appellent dans les sources, ils les appellent de 2 manières. Ils les appellent les gens fiables, entendez, les gens qui ont de l'argent, des bateaux, etc., ou les capitalistes. Donc en gros, c'est les deux, les deux catégories avec qui les magistrats vont essayer d'aller traiter. Pour savoir combien de quantités de poissons ils peuvent ramener sur le marché, combien de bateaux ils peuvent faire sortir de la lagune, etc. Et à mon avis, c'est ce passage-là, en tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer, qui fait que, au départ, même si c'était quand même quelqu'un qui avait une capacité économique et sociale, c'était quelqu'un qui était élu par l'ensemble de la communauté. Et ensuite, on sort de ces représentations, de cette organisation politique, pour aller directement travailler avec ceux qui ont les capitaux, qui ont l'argent, qui ont les barques, etc. Et on leur donne de plus en plus la possibilité de passer outre les communautés et de s'associer ensemble. Et donc du coup, en 1760, on voit des formes d'associations qu'ils appellent des compagnies de pêche. Donc faudrait envisager ça comme des nouvelles entreprises, vous voyez, entre des gens qui s'entendent parce qu'ils ont des capitaux, les hommes, etc. Et ils créent des compagnies complètement éloignées de ce système de communauté qui régissait en fait le marché et c'est l'objectif premier qui est rappelé dans toutes les sources, dans un but d'efficacité, quoi. C'est l'efficacité du rendement, de ce qui va arriver sur le marché. Comment est-ce qu'on prévoit cet approvisionnement sur le marché, quoi. Et c'est ça qui intéresse les magistrats. Ce qu'ils veulent, c'est que le marché soit pourvu en permanence. Ça suppose des dommages collatéraux, mais c'est ça leur idée. Alors ça, c'est quelque chose qui est très surprenant qu'on voit dans ton étude, c'est qu'il y a sans arrêt cette peur de la pénurie et sans arrêt réaffirmer la nécessité d'approvisionner en poissons. Et en même temps, tu dis bien que tu n'as pas trouvé de traces de pénurie ou de famine ou J'en ai jamais trouvé. En fait, on agite l'idée de pénurie. Et en fait, ce qui est intéressant dans la rhétorique politique, c'est que à chaque fois qu'on veut modifier une loi, à chaque fois que les magistrats modifient une loi, ils disent il va y avoir une pénurie. Vous voyez, donc je sais pas, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez sur l'actualité. Mais en gros, moi, ce que j'ai vu, c'est que on parle toujours de pénurie de poissons.
Moi, j'en ai pas de traces dans la littérature, ailleurs, enfin voilà, j'en ai pas. Dans des annales, vous voyez, il y a des nobles patriciens vénitiens qui écrivent tous les jours ce qui se passe dans la ville et tout. Bon, ils parlent pas du tout de ça. Bon. En revanche, je me suis vraiment rendu compte que les discours de la pénurie, ils arrivent en 1748. C'est là où 1748, c'est les premières compagnies de pêche qu'on autorise. En 1760, c'est là où on criminalise les pêcheurs qui pêchent mal dans la lagune. On les emprisonne et on leur demande 200 ducats d'amende. 200 ducats, enfin, eux, s'ils ont 20 livres par mois, enfin, vous voyez, ils sont contents. Donc, ça fait un ducat, 2 ducats par mois. Donc, en fait, 200 ducats, ils ne peuvent pas les payer. Et 1780, c'est aussi cette criminalisation renforcée de ces pêcheurs. Donc, en fait, les 3 moments où moi, je trouve des temps de pénurie, c'est 3 moments où on libéralise de plus en plus le marché du poisson, en fait. Voilà. Alors, c'est intéressant que tu parles de cette question de la criminalisation, parce que c'est quelque chose qui est absolument présent sans arrêt dans le livre. Ce sont les formes de fraude et de contrebande sans arrêt. C'est-à-dire que à la fois tu expliques que c'est un marché qui est complètement administré, c'est-à-dire que les poids enfin, il y a des poids minimums. Les prix sont fixes les aussi. prix sont fixés. Alors, pendant très longtemps en lien avec les pêcheurs, c'est-à-dire qu'il y a un appel à ces connaissances, à cette expertise des pêcheurs eux-mêmes. Mais voilà, les prix sont fixés. Certaines personnes ont le droit de vendre, d'autres personnes n'ont pas le droit de vendre, à des endroits très particuliers, à des heures qui sont fixées. Il y a des règles d'utilisation ou d'interdiction de certains filets, de certaines barques. On a le droit de pêcher tel ou tel poisson dans telle ou telle saison. Enfin, c'est vraiment, il y a une réglementation qui est absolument pléthorique. Et on sent qu'elle est à la fois absolument pléthorique et en même temps peut-être pas si respectée que ça. Ouais. Alors en fait, il y a 2 choses dans ce que tu dis. La première, c'est cette idée de fraude, de contrebande. Ça, les gens qui travaillent ou qui ont travaillé en histoire médiévale ou en histoire moderne, on le rencontre partout, cette idée de fraude, de contrebande, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est complètement intégré dans le système, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que dans les procédures, à chaque fois qu'il y a une idée de fraude, en fait, tout le monde participe à la fraude. Donc, il faut chercher ailleurs la raison de pourquoi est-ce qu'on va en parler aujourd'hui, parce qu'a priori, ça se passe tout le temps. Je vous donne 2 exemples. La première fois, c'est un pêcheur qui fait l'objet d'un procès. Et on dit qu'il vient en fait avec ses bateaux depuis Chioggia jusqu'à Venise 5 fois par semaine et qui ramène 200 kilos de poissons qu'il va vendre pas au bon endroit à d'autres personnes et tout ça. Donc en fait, c'est 200 kilos par jour de contrebande, ce qui est quand même beaucoup. Il a un premier procès en 1706 et il a un autre procès en 1715 pour la même chose. Donc vous faites le calcul, c'est quand même des quantités incroyables. C'est pas une petite contrebande, voilà. Et on se demande. Puis après, il a une bonne défense, etc. Donc il lui arrive rien. On lui fait payer, je crois, 2 ducats à la fin. Donc imaginez, c'est 200 kilos 5 fois dans la semaine, multiplié par les semaines, multiplié par les années. Bon, finalement, il y a peut-être trop de gens intégrés dans cette contrebande. Et l'autre exemple, c'est un exemple d'un procès d'un pêcheur en fait qui va être arrêté par les magistrats et puis on lui dit quand t'es arrivé dans la lagune t'as dit que t'avais 25 thons, alors des grands thons, et puis quand t'arrives sur le marché t'en as plus que 18, alors où sont passés les autres? Et puis là, en fait, on a la réponse. Voilà. Et la réponse, c'est en fait, quand je suis arrivée dans la lagune, le garde m'en a demandé 2, donc j'en ai donné 2. Et puis après, je suis allée à la magistrature de la santé pour qu'ils expertisent mon chargement pour l'hygiène. Et puis là, il y a monsieur machin qui est passé qui m'a dit donne-moi un. Et puis l'autre m'a dit donne-moi un, etc. Bon, en fait, tout le monde, il se décharge progressivement. Et puis après, à la fin, la conclusion de l'archive, c'est et le reste, je l'ai vendu selon les lois, à Rialto, comme il convient. Et donc, la phrase laconique qui est à la fin du procès, c'est et il fut relâché.
Bon. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, tous les gardes ont profité du système à chaque fois. Donc, je pense que là, il y a quand même quelque chose qui est... voilà. Donc, en fait, cette contrebande, elle est inhérente à cette économie que moi, j'appelle économie morale de la pêche. Mais elle est un peu inhérente à ça parce que l'informel, le formel est tout imbriqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des formes de non-respect de ce droit, mais c'est pas très grave, c'est-à-dire que tout le monde en profite un peu, etc. Et le moment où nous on les voit apparaître dans les sources, c'est qu'il y a eu un dérèglement, quoi. C'est qu'il y a un truc qui a pas été respecté, etc. Et là, on catégorise ça comme de la contrebande. Mais en fait, la contrebande, elle est inhérente au système qu'on étudie, quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que quand on parle de contrebande, c'est parce qu'on a sans doute un dérèglement de ce système-là qui arrive, quoi. Et du coup, il y a sans arrêt des espèces de micro-réformes. Donc les gardes qui sont censés veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de fraude ou quoi, toutes les semaines, ils changent de poste pour éviter qu'ils restent sur le même poste. Enfin, il y a 20 gardes, donc ils doivent assez facilement et rapidement revenir sur chaque marché. On finit par accepter que les petits pêcheurs qui pêchent dans les canaux, qui n'ont pas de barque, rien, ils vendent directement leur production là. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils soient fixes, parce que sinon ce serait un étal, donc ce serait faire concurrence au marché officiel. Donc, il faut qu'ils se déplacent sans arrêt et qu'ils vendent aux fenêtres ou aux portes des gens. Et puis, ensuite, on essaie effectivement de faire une enquête sur des questions de corruption, mais bon, on se rend compte que tout le monde pioche dedans. Et puis, quand tu fais des études sur les noms des gardes, on se rend compte qu'en fait, ce sont tous des noms qui sont très présents dans les quartiers, les paroisses autour desquelles se trouvent les pêcheurs. Donc, certainement, ça doit être des frères, des fils, des oncles, des cousins des mêmes pêcheurs. Enfin, voilà, il y a tout cette espèce de système qui est organisé, qui est à la fois très encadré et en même temps, enfin, tu donnes des exemples d'estimation d'époque de tout le poisson qui ne passe pas par ce circuit officiel. C'est la majorité en fait des approvisionnements, c'est sûr. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Même les magistrats le disent quand ils évaluent le circuit qu'ils appellent un circuit officieux, parallèle, de fraude, etc. Je pense que c'est de 2/3 aux 3/4. Mais bon, enfin, c'est assez évident en voyant les procès qu'on a. C'est-à-dire que c'est pareil, là, on a un procès ou deux procès j'ai un procès ou deux procès de pêcheurs qui arrivent avec des chargements comme ça, mais quand vous pensez que c'est sur des années, que tout le monde est impliqué, que même celui qui est à Rialto est impliqué, etc., bon, ça vous donne une idée d'une forme d'ampleur, en fait, de ce type de choses-là. Il y a des choses assez marrantes dans les fraudes. Enfin, il y a aussi des pêcheurs qui ont perdu leur barque ou qui ont perdu leur filet, qui, en fait, sont des pirates de pêcheurs. Ils vont aux bouches, ils attendent les pêcheurs qui ramènent leur chargement. Ils leur raquettent tout le chargement, ils font comme s'ils les vendaient eux, comme si c'était leur pêche, par exemple. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ces sources pour voir un peu l'épaisseur en fait de ce marché et de voir comment en fait ces interactions se font aussi entre les différentes communautés, parce qu'il y a une rivalité très très forte en fait entre les différentes communautés de ces communautés de pêche. Qui fragilisent ces ressources-là à chaque fois sur les marchés. Et de la même manière, il y a des rondes qui sont prévues dans la lagune pour faire des contrôles, mais c'est une fois par semaine. Et il y a une barque qui part avec des responsables des communautés, donc avec les pêcheurs eux-mêmes. Et puis ils font un tour dans la lagune qui est quand même gigantesque avec une seule barque pour vérifier qu'il n'y ait pas de pêcheurs qui se vendent entre eux leurs poissons ou qui utilisent des filets interdits. Donc c'est à la fois très mini, mais à la fois c'est aussi parce que y a ce contrôle social qui est exercé par les communautés, par la corporation des poissonniers, et que finalement tout s'organise. Alors quand même, on sent qu'il y a, avec l'arrivée de ces compagnies, de ces capitalistes, et un peu d'une manière de changer cette vision-là, des corporations de pêcheurs qui
qui tombent dans une espèce de folklore et qui perdent un peu leur pouvoir. On sent que là, il y a une répression qui se fait beaucoup plus ferme et que tout d'un coup, effectivement, le poisson devient une ressource qui rentre dans un système capitaliste et qui doit y rester. Alors qu'avant, c'était une économie morale. L'important, c'était que Venise soit approvisionnée en poisson, qu'il n'en manque pas. Alors, il y a toute une organisation qui est faite, et puis si le poisson il arrive par ailleurs, l'important, c'est qu'il n'en manque pas. Donc, c'est peut-être pas si grave, finalement. Après, oui, et je pense que dans ce que tu dis et dans ce que j'ai essayé de montrer aussi en changement, il y a un des autres changements que j'ai pu observer, c'est en fait, c'est lié avec cette idée de fraude, de contrebande, c'est l'utilisation du droit. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de 1760, quand on commence à criminaliser ces pratiques, etc., en fait, ce qu'on voit se mettre à l'œuvre, c'est une véritable application du droit beaucoup plus sévère, beaucoup plus stricte du droit. C'est-à-dire que toutes les lois qui ont prévu des amendes, des choses, etc., on va voir des procès beaucoup plus se mettre en œuvre, on va les voir apparaître comme... des fraudeurs, mais là, des fraudeurs peut-être au sens où on l'entend plus nous. Voilà. Et donc, cette application du droit, elle va de pair avec cette volonté de renforcer l'efficacité des marchés. Et donc, le droit devient un outil aussi de cette application-là, alors qu'avant, l'idée, c'était qu'il y avait sans doute une forme d'infra-juridique beaucoup plus fort entre les gardes, entre les pêcheurs et d'une manière de fonctionner qui n'est pas forcément, qui n'est pas idéalisée, mais en tout cas qui faisait que le droit était une forme d'organisation possible, mais qui n'avait pas que celle-là. Et donc, qu'il y avait aussi des ententes entre les gens, des choses qui sortaient un peu de ces clous officiels, quoi. Alors, on arrête, je crois. Ouais, ça fait une éternité qu'on est en train de discuter tous les deux. Si vous avez des questions, allez-y. On pourrait continuer encore très très longtemps parce que on peut faire du teasing. Il y a une forme de mise aux enchères des poissons qui est murmurée à l'oreille, mais je vous dirai pas pourquoi. C'est la criée silencieuse. Ça, c'est assez... Ouais. C'est-à-dire que pour éviter les enchères, on donne l'enchère à l'oreille du garde. Et c'est celui qui a donné l'enchère la plus forte qui va remporter. Mais il n'y a pas de surenchère, ni de cris, etc. C'est une sorte de criée silencieuse. Et c'est un truc qui est assez marrant dans les archives. Il y a aussi une apparition, tu en parlais un petit peu sur le droit, mais des sociétés savantes et des lumières qui... rationalise ou qui amène une expertise différente de celle des pêcheurs sur la fin de la période, toute une question de privilèges, tu parles de libertinage des vendeurs, ça j'essaie de vous le vendre parce que quand même il y a énormément de choses, on est certainement peut-être pas très linéaire dans notre manière de présenter le livre, mais enfin c'est vraiment un livre où tout se construit petit à petit. Et on comprend très bien les linéaments de l'organisation sociale vénitienne à la période, la manière dont on contrôle les filets. Alors c'est assez formidable les manières dont ils sont organisés pour savoir si un filet respecte la norme et la dimension ou pas. Il y a toute une organisation dont tu as parlé, mais qui est vraiment hyper importante sur la protection du milieu. Et ça, peut-être tu veux un peu... Non, parce que je pense que je vais pas vous épuiser non plus. mais oui, il y a une question sur cette fragilisation des ressources. En fait, c'est une question de taille de spécimen, par exemple. Comme ce qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous allez sur une plage et que vous ramassez un crabe, vous devez vous assurer qu'il a la bonne taille. Je ne sais pas si ça vous le savez, mais il faut absolument le faire. Parce que s'il est trop petit, vous avez interdiction de le manger, en fait, ni de le toucher, parce qu'il serait un jeune spécimen qui participerait au renouvellement des ressources. Et à Venise, depuis le XIVe siècle, c'est écrit dans les sources, dans les lois. On a cette idée que les spécimens doivent absolument être maintenus pour pouvoir gérer le renouvellement des ressources. Et ça, c'est vraiment XIVe siècle, les premières apparitions, donc c'est très tôt.
Il y a aussi toute une réflexion sur comment ne pas détruire les fonds marins par des filets qui iraient les abîmer. Il y a quelque chose, alors c'est dommage qu'on ne l'ait pas abordé, qu'on n'ait pas trop le temps, mais il y a je trouvais un chapitre extrêmement fin sur la caractérisation en tant que bien commun du poisson et de cet environnement lié au poisson. Et comment il y a un passage d'un bien commun avec des formes d'autonomie des communautés et des travailleurs eux-mêmes qui gèrent d'eux-mêmes ce milieu à un passage de biens publics plutôt, c'est-à-dire avec une gestion beaucoup plus ferme de l'État, beaucoup plus verticale, etc. Et c'est quelque chose, alors moi ça m'a paru assez formidable avec tous les débats qu'on a actuellement sur la protection des milieux et cette idée de construction des biens communs ou de vision en tant que bien commun, de voir qu'à Venise, il y a eu cette organisation-là, alors qui serait absolument pas reproductible telle qu'elle actuellement, ça n'a aucun sens. Mais il y a une mise en perspective de cette idée de bien commun qui est assez dingue. C'est un grand chantier en histoire aujourd'hui. C'est qu'on a toujours pensé, où il y a beaucoup de réflexions entre privé et public dans les sciences sociales. Qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public? Et aujourd'hui, on pense beaucoup à en fait une trilogie privé, public, commun. Parce que jusque, en tout cas, à la Révolution en France, on a ce qu'on appelle des biens communs. Ça veut dire qu'ils appartiennent à personne, mais ils ne sont pas publics parce qu'ils appartiennent à des collectifs ou à des communautés, ou en tout cas, il y a des formes d'accès qui vont être mis en place, des accès différenciés, hiérarchisés, etc. Et donc, c'est ni des biens publics, ni des biens privés, mais c'est quelque chose qu'on développe aujourd'hui dans la recherche. Et d'ailleurs, on peut finir par ça, mais le terme de communauté, c'est vraiment une gestion de collectif qui gère des communs, quoi. Enfin, c'est l'idée de ces communautés de pêche. C'est aussi ceux qui ont des étangs qui sont des communs, des poissons qui sont des communs et qui, en fait, mettent au point une organisation sociale pour avoir accès à ces communs. Et d'ailleurs, il y a aussi dans ces... J'essaie de le montrer aussi dans le livre, mais il y a aussi des traîtres au commun, quoi. Les pêcheurs qui ne respectent pas les autres pêcheurs parce qu'ils ont trop pêché par rapport aux autres, etc. Et que du coup, ils empêchent les autres de subvenir à leurs besoins normalement. Enfin, voilà, il y a toute cette répartition des communs qui est très intéressante et qui effectivement donne beaucoup de pistes en fait pour les chercheurs aujourd'hui et aussi pour les économistes et pour les sociologues aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que c'est des systèmes locaux, localisés, voilà. Et parmi tout le reste, donc, il y a aussi une réflexion autour de la notion de frontière maritime. Est-ce qu'on peut élaborer une frontière? Est-ce que quand un poisson il passe à travers la frontière, eh ben, on peut quand même le pêcher ou pas? Donc il y a toutes ces réflexions, et c'est très symptomatique de ce que tu fais, et on en discutait tout à l'heure, c'est comment faire une histoire qui s'intéresse qui parte du bas. Vraiment, une histoire sociale, c'est-à-dire quels sont les points de vue des pêcheurs sur la communauté, sur leur manière de travailler, sur leur milieu, sur leur vente, et comment, on parle de marché depuis tout à l'heure, mais dans ton livre, le marché, c'est jamais une institution un peu filandreuse ou une idée. C'est vraiment un lieu dans lequel il y a des gens qui négocient, qui discutent, qui s'engueulent, qui se font des procès, qui s'arnaquent, qui se vendent des trucs, et que c'est uniquement par ces échanges-là qu'un marché existe. C'est uniquement parce qu'il y a des personnes qui discutent, qui se posent des questions, qui font appel à leur expertise, et du coup qui édictent des règles qui finissent par faire jurisprudence ou qui écrivent des courriers, qui restent dans les archives, qui sont consultés, qui sont compilés, que un droit se crée. Le droit, il se crée pas de nulle part, il n'arrive pas d'en haut comme ça. Ou alors c'est peut-être très spécifique à Venise à cette période, mais je pense pas. Mais il y a quelque chose dans la lecture qui est vraiment formidable, c'est-à-dire que rien ne sort de nulle part. Il y a des gens partout. C'est surtout qu'il y a...
En fait, je pense que surtout en histoire, on a beaucoup travaillé, enfin, en tout cas, on essaye de travailler avec des traces. Et les traces qu'on a, c'est souvent des lois ou une documentation institutionnelle. Voilà. Et donc, souvent, on a tendance à trouver les lois et après à se dire, bon, ça, c'est la théorie. Et maintenant, qu'est-ce qu'est la pratique? Et essayer de comprendre quel est le lien entre les deux, etc. Et moi, en fait, j'ai essayé de montrer... Enfin, là, je suis d'autres historiens qui proposent d'autres choses, mais notamment Simona Ceruti, qui propose, en fait, cette idée de se dire que... en fait, le droit ou les lois, c'est le résultat d'un processus de négociation, de conflit d'intérêts en permanence. Et on le voit très bien, en fait, dans ce cas précis. Alors après, il y a d'autres objets d'études et il y a d'autres cas d'études, mais c'est l'idée que des négociations, des communautés s'affrontent, ont des conflits d'intérêts et que ceux qui gagnent vont avoir accès à une formalisation de leur victoire et que leur victoire ensuite va participer au droit qui va ensuite pouvoir bouger de plus en plus. Mais du coup, enfin, voilà, à la soutenance de thèse, le président de jury de ma thèse m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez mis toute la partie institutionnelle en troisième partie et pas en première partie ? Parce que en première partie, comme ça, le cadre normatif aurait été un peu clair. » Et voilà. Je dis « Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est pas le début, c'est la fin, en fait. Ce processus, pour moi, il part des lieux, des gens, de leurs conflits d'intérêts, de leurs négociations, etc. Et ensuite, on aboutit à une formalisation de cette négociation qu'on pourrait appeler le droit. Et j'espère qu'il n'y a pas d'historien de droit dans la salle, parce que je pense que je me ferais assassiner. Mais c'est une idée de conception. Bon, heureusement, je ne suis pas toute seule à la penser, mais c'est vraiment ça qu'on peut arriver à trouver en faisant une histoire véritablement par le bas, pas une histoire des lois, une histoire des pratiques incarnées, quoi. Voilà, je pense que... Ton livre commence par le poisson, d'ailleurs. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Alors, Merci. juste, c'est un livre difficile, c'est un livre dense, épais. Non, c'est horrible pas de du tout, terminer par ça. c'est pas du tout un livre illisible. Il est extrêmement clair. C'est un livre qui demande de la concentration et un peu de temps, mais finalement, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on apprend des choses et que ça nous reste. C'est en creusant, en fouillant un peu, et c'est vraiment un livre d'une richesse assez rare. Merci. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vous avez pu entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche mardi 10 janvier 2023 avec l'historienne Solène Rivoal, autrice de l'ouvrage « Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle », réalisé et mis en onde par Radio Radio.